Toutefois, à ce jour, le 25 octobre, nous procédons à une analyse détaillée des événements des dernières 24 heures. Ces dernières pourraient entrer dans l'histoire comme un tournant décisif de toute la confrontation. Au centre de notre attention se trouve l'effondrement catastrophique des défenses ukrainiennes dans la région de Pokrovsk, où ce qui était encore hier une forteresse imprenable est en train de devenir un piège géant. Nous examinerons en détail les méthodes des formations russes qui ont permis de percer ce système de défense et nous étudierons la grave crise au sein du commandement militaire ukrainien qui a provoqué cet échec. Nous aborderons également les résultats infructueux des négociations entre Zelensky et Trump qui ont douché les espoirs de Kiev et nous examinerons les nouvelles directions, non moins risquées pour les forces armées ukrainiennes, sur les fronts de Zaporijia et de Dnipropetrovsk. Les événements dans la région de Pokrovsk au cours des dernières 24 heures se sont déroulés à une vitesse vertigineuse. Ce qui, le matin, ressemblait à des affrontements locaux aux abords, s'est transformé dans la soirée en un véritable effondrement de toute la ligne de défense. Non seulement les correspondants de guerre russes, mais aussi les commandants des forces armées ukrainiennes au front ont déclaré presque à l'unanimité la perte réelle de contrôle sur la localité. De même, et c'est très révélateur, les experts militaires allemands qui adoptent généralement une position prudente. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle de la prise de contrôle totale de Pokrovsk par les forces russes, la vague d'inquiétude qui a envahi l'espace médiatique ukrainien et les chaînes Telegram militaires est éloquente en soi. L'armée russe a fait preuve d'une tactique fondamentalement nouvelle. Au lieu d'un siège prolongé et épuisant, des groupes de frappe ont effectué une percée audacieuse et rapide, perçant immédiatement plusieurs lignes de défense échelonnées que les ingénieurs ukrainiens avaient construites pendant des mois. Renonçant à s'engager dans de longs affrontements urbains à la périphérie, les unités russes, semblables à un scalpel chirurgical, ont traversé les rangs défensifs et ont atteint directement le centre de l'agglomération de Pokrovsk. Selon les informations provenant des militaires au front et diffusées par la chaîne Arkhangelsk du Spetsnaz, l'une des positions capturées en priorité et stratégiquement les plus importantes est la gare ferroviaire de la ville. Il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment administratif, mais d'une artère clé d'approvisionnement, d'un centre logistique par lequel passait la majeure partie des fournitures militaires pour tout un groupe de troupes. C'est là, dans le nœud névralgique de la logistique ennemie, qu'a été porté le coup, semant le chaos et paralysant le commandement. Le commandement ukrainien s'est avéré totalement incapable de faire face à un tel tournant. Cette manœuvre les a pris au dépourvu. L'ancien député de la Verkhovna Rada et officier des forces armées ukrainiennes, Igor Lutsenko, analysant la situation, a établi un parallèle direct et peu réjouissant pour Kiev. Il a déclaré que Pokrovsk était en train de devenir un nouveau Bakhmout ou une nouvelle Avdivka, c'est-à-dire une localité qui, d'un point de vue militaire, était déjà perdue. Selon ses prévisions, la question de l'établissement d'un contrôle total sur l'ensemble du territoire n'est qu'une question de 2 ou 3 jours. Une telle déclaration de la part d'une personne se trouvant à l'intérieur du système souligne toute l'ampleur de la catastrophe. Il ne s'agit pas seulement d'une erreur tactique, mais d'un effondrement systémique de toute l'architecture de défense dans cette direction critique. L'importance stratégique de Pokrovsk ne réside pas tant dans la ville elle-même que dans sa situation géographique unique. C'est la porte d'entrée de la partie centrale du Donbass et nous assistons en temps réel à la transformation de ce centre logistique clé en un piège mortel pour les formations ukrainiennes. Du flanc sud, les troupes russes se sont approchées de près du quartier résidentiel de Troyanda, où elles ont déjà nettoyé une grande partie des bâtiments et se sont fermement retranchées. Parallèlement, du côté ouest, des groupes de frappe ont atteint le passage à niveau, où se déroulent actuellement des affrontements acharnés pour le contrôle d'une vaste zone industrielle qui s'étend le long des voies. Cependant, le principal trophée de cette bataille est l'autoroute E50, une artère de transport vitale par laquelle se fait l'approvisionnement de tout le groupe de forces armées ukrainiennes de Myrnohrad-Pokrovsk. Dès que les forces russes auront le contrôle total de cette route,
tout le système logistique de l'ennemi dans ce secteur s'effondrera comme un château de cartes. La situation au nord de Pokrovsk pour les forces armées ukrainiennes est encore plus tragique. Les habitants signalent que les unités ukrainiennes se retirent des localités en direction de Myrnorad, littéralement à pied, sous une pluie d'automne persistante, dans la boue détrempée, sans aucune couverture organisée. Ce n'est plus un repli, mais une fuite chaotique, alors que dans les zones de Biletsk et Rodinsk, les garnisons ukrainiennes font encore des efforts désespérés pour tenir. La ligne de front général ressemble déjà à un tissu déchiré, ce qui permet aux groupes d'assaut russes de pénétrer profondément à l'arrière, de contourner les points d'appui et de couper systématiquement les voies d'approvisionnement restantes. Les conditions météorologiques, à savoir les pluies d'automne persistantes, se sont transformées de manière inattendue en un allié tactique des troupes russes. Les routes de terre boueuses ont paralysé les manœuvres des réserves ukrainiennes qui ne parviennent pas physiquement à réagir aux mouvements rapides des assaillants russes. L'objectif de toute cette opération à grande échelle et complexe à coordonner devient parfaitement clair. Le blocage complet des canaux d'approvisionnement, l'expulsion des forces armées ukrainiennes de Sofivka et Toretsk, puis la fermeture de l'anneau opérationnel d'encerclement autour de toute l'agglomération. Dans le contexte d'une telle percée rapide, l'analyse de la tactique qui a permis de la réaliser prend le premier plan. Il s'agit des méthodes de percée à travers les zones dites de destruction, des zones que la partie ukrainienne a densément saturées d'un réseau de drones FPV bon marché, mais extrêmement efficace. La fonction principale de ces zones est de créer une barrière infranchissable pour les véhicules blindés, et la Focrod et l'infanterie d'assaut de transformer toute progression en un assaut sanglant. Cependant, comme l'a montré la pratique des derniers jours, même ce schéma de défense apparemment impeccable a un point faible. Le commandement russe a appliqué une tactique de raid audacieux et à grande vitesse de véhicules blindés. Des colonnes entières de véhicules blindés sont lancées au combat et à vitesse maximale sans s'engager dans des échanges de tirs, perçant le long d'un itinéraire préalablement repéré, perçant littéralement les rangs défensifs de l'ennemi de part en part. Oui, le coût de ces percées en matériel est colossal. De l'aveu même des opérateurs de drones ukrainiens, jusqu'à 70% des véhicules blindés d'une colonne peuvent être détruits au cours de telles attaques. Mais c'est là que réside l'aspect clé de cette tactique, qui est devenue un facteur décisif de succès. La priorité n'est pas de préserver le matériel, mais de préserver la vie de l'infanterie d'assaut expérimentée. Dans ce concept, la machine est un consommable, un transport à usage unique ultra rapide, dont la tâche est de livrer le débarquement à un point clé à l'arrière de l'ennemi. Immédiatement après la percée, l'infanterie débarque et prend immédiatement position, se retranchant sur la tête de pont et ne laissant pas l'ennemi reprendre ses esprits et organiser une contre-attaque. Le correspondant de guerre Anatoly Radov confirme « Dans les réalités modernes, les véhicules blindés de combat sont dans 90% des cas un billet aller simple et les deux parties le comprennent parfaitement. La tâche est d'amener le combattant au point d'assaut et le prix de cette livraison passe au second plan. » Un échec aussi retentissant sur le champ de bataille a inévitablement provoqué une crise politique et administrative profonde à Kiev. La responsabilité de la catastrophe dans la région de Pokrovsk a commencé à être activement transférée des commandants sur le terrain directement vers le sommet, vers les dirigeants de Kiev et personnellement vers le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski. Dans l'espace médiatique ukrainien, les accusations selon lesquelles ces décisions erronées et chaotiques ont conduit à l'effondrement du front se font de plus en plus fortes. L'envoi des dernières brigades aptes au combat d'autres directions non moins importantes dans le hachoir à viande de Pokrovsk a complètement dégarni d'autres secteurs du front, créant de nouvelles menaces non moins graves. Cette même pensée, et c'est remarquable, a été confirmée par le journaliste allemand Julian Röpke, qui a traditionnellement adopté une position ouvertement pro-Kiev. Mais même lui a été contraint de reconnaître que nous assistons à la phase finale des combats pour l'agglomération de Pokrovsk-Myrnorad, et cela, selon lui, pourrait signifier le début de la phase finale de toute la guerre.
Röpke a ajouté que tout ce dont Kiev est capable actuellement, c'est de ralentir temporairement l'offensive russe au prix de pertes colossales. Mais il n'est plus en mesure de l'arrêter. Parmi les officiers et les volontaires des rangs des forces armées ukrainiennes, la question se pose de plus en plus souvent à haute voix. Syrski a-t-il un plan stratégique clair ou le front tient-il exclusivement par inertie et grâce à l'héroïsme des soldats ? L'auteur de la populaire chaîne Telegram ukrainienne Spletnitsa s'est exprimé encore plus durement, qualifiant ce qui se passe ces dernières semaines de chaos total et absolu. Selon lui, le commandant en chef mise sur le maintien des restes de la région de Donetsk à tout prix, tout en abandonnant de facto les régions de Kharkiv et de Dnipropetrovsk. Pokrovsk, selon son expression, s'est transformé en un gigantesque entonnoir qui attire irrémédiablement toutes les réserves disponibles. Même dans des conditions où les principaux canaux d'approvisionnement sont déjà coupés ou sous un contrôle de tir dense, la situation ne fait qu'empirer d'heure en heure. Les échecs militaires s'ajoutent à une pénurie catastrophique de personnel. Selon des informations qui ont filtré des états-majors ukrainiens via la chaîne Telegram résidente, on observe dans les forces armées ukrainiennes une augmentation fulgurante des cas de désertion et d'abandon de postes non autorisés connus sous le nom de SZTCH. Les chiffres officiels des pertes dans cet article atteignent déjà 300 000 personnes, tandis que les estimations non officielles parlent d'un demi-million. Et ce ne sont que les cas qui ont pu être enregistrés et pris en compte. La situation s'aggrave chaque jour. Selon les estimations des initiés, jusqu'à 20 000 combattants disparaissent chaque mois du front sans laisser de traces. Bien sûr, une partie d'entre eux sont des morts et des blessés dont les corps n'ont pas pu être évacués du champ de bataille, mais une part énorme, et précisément ceux qui quittent volontairement leur position, ne reviennent pas de leur congé ou n'atteignent tout simplement pas la ligne de front, désertant en cours de route. Cela entraîne une pénurie critique de personnel dans les unités. La mobilisation dure qui se déroule dans tout le pays n'est plus en mesure de compenser ces pertes colossales. De plus, les mobilisés sont souvent jetés dans la bataille totalement non préparés, sans la cohésion au combat approprié, sans l'équipement nécessaire et sans le soutien de l'artillerie. Le résultat est logique et tragique. Après 1 ou 2 combats, il reste au mieux une dizaine de survivants dans les bataillons, ici les autres étant des 200 ou des 300. Les psychologues qui travaillent avec l'armée ukrainienne tirent la sonnette d'alarme. Le personnel est dans un état d'épuisement moral et d'apathie profond. Les combattants ont cessé de croire leur commandement. Ils ne voient aucun sens au combat suicidaire pour des villes qui finissent de toute façon par être perdues et refusent massivement d'obéir aux ordres. Si cette tendance se maintient, le nombre de 500, c'est-à-dire de déserteurs, pourrait augmenter de 100 000 personnes d'ici la fin de 2025. Dans le contexte des échecs militaires, la situation n'est pas meilleure sur le front diplomatique. La rencontre tant attendue entre Vladimir Zelensky et le président américain réélu Donald Trump, sur laquelle Kiev fondait d'énormes espoirs, s'est en fait soldée par un échec total et retentissant. En apparence, tout s'est déroulé de manière protocolaire et calme, sans scandale ni reproche par des publics. Cependant, selon des sources proches du déroulement des négociations à huis clos, la conversation a été extrêmement difficile et désagréable pour la délégation ukrainienne. Comme l'écrit l'autorité Financial Times, les alliés européens ont compris le principal signal de Washington. Les États-Unis ne prévoient-ils plus de s'ingérer activement dans le conflit au même niveau qu'avant. L'ère des chèques illimités et des livraisons d'armes est révolue. L'agence Reuters a même publié une information sensationnelle. Selon leurs données, Donald Trump a directement proposé à Vladimir Zelensky d'envisager la possibilité de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine et à la Russie. De par sa nature même, il s'agit d'un coup direct et dévastateur porté à toute l'idéologie de la revanche ukrainienne et au plan de reprise par la force des territoires perdus. Une telle approche émanant du principal partenaire occidental coupe automatiquement court à tout scénario de ce type et met un terme à la formule de paix de Zelensky. Le point culminant de la rencontre, aussi étrange que cela puisse paraître, a été la question de Trump sur les perspectives de construction conjointe d'un tunnel sous le détroit de Bering.
Avec cette question à première vue, totalement absurde et sans rapport avec le sujet, le président américain a en fait envoyé un signal clair. Après la fin de la guerre, des projets de paix mondiaux totalement différents pourraient être à l'ordre du jour, et il est temps pour Kiev de descendre de son nuage et de penser à l'avenir et non au passé. Ce n'est certainement pas ce que la capitale ukrainienne s'attendait à entendre. Pendant ce temps, l'offensive russe ne se limite pas à la seule direction de Pokrovsk. Nous observons un travail systématique et méthodique sur toute la ligne de front. Des nouvelles extrêmement inquiétantes pour les forces armées ukrainiennes arrivent de la direction de Zaporijjia qui a longtemps été considérée comme relativement stable. Dans la région des villages de Verbovo et Privolié, des unités de la 37e brigade des forces armées russes ont effectué une percée étonnante en quelques jours seulement. Elles ont progressé à l'intérieur des défenses ennemies de près de 10 km. Une zone d'une superficie de 16,5 km a été prise sous contrôle. Ce n'est plus seulement un succès tactique, c'est une véritable percée opérationnelle du front. Si cette dynamique se maintient, la ville de Goulaïpolé pourrait bientôt se retrouver dans un cercle de feu et sa chute ouvrirait aux troupes russes une voie directe vers Zaporijjia. Parallèlement à cela, pour la première fois depuis longtemps, une progression active des troupes russes a été notée dans la région de Dnipropetrovsk. Après que les forces armées ukrainiennes ont été contraintes de quitter Novopavlovka, toute la ligne de défense des troupes ukrainiennes dans ce secteur est devenue lâche et vulnérable. La localité de Pokrovskaya est directement menacée. Si elle tombe, la route presque directe vers Pavlograd s'ouvre. Et c'est précisément cette direction qui, selon les renseignements occidentaux, suscite le plus d'inquiétude au sein de l'état-major du commandement de l'OTAN en Europe. Pavlograd n'est pas simplement une autre ville, il s'agit d'un nœud de transport, de logistique et d'énergie essentielle dont la perte de contrôle priverait les forces armées ukrainiennes de la liaison opérationnelle entre deux groupements de troupes tchédéclés, le sud et l'est. L'un des épisodes les plus marquants et révélateurs des derniers jours, qui démontre les capacités accrues des forces armées russes, a été la frappe aérienne sur des cibles dans les profondeurs de l'arrière ukrainien, des bombes aériennes guidées avec des modules de planification et de correction. Le célèbre FAB avec UMPC ont pour la première fois dans l'histoire du conflit atteint les villes de Lozova, dans la région de Kharkiv et de Poltava. Il s'agit de centres logistiques essentiels par lesquels transite l'approvisionnement de tout le groupement oriental des forces armées ukrainiennes. La distance entre la ligne de front et ses cibles est de plus de 200 km. Il s'agit, sans exagération, d'un record du monde de portée d'utilisation de bombes aériennes corrigées établi par nos forces aérospatiales. En pratique, cela signifie qu'il n'existe plus pour l'armée ukrainienne de notion d'arrière sûr, ni dans les régions de Kharkiv, ni dans celles de Poltava, ni dans d'autres régions du centre de l'Ukraine. Cela change radicalement toute la donne. Auparavant, les forces armées ukrainiennes disposaient au moins d'un échelon de réserve où elles pouvaient retirer le matériel endommagé pour réparation, où elles pouvaient regrouper les troupes en toute sécurité et stocker les munitions. Désormais, cette arrière se trouve également sous une menace constante et inéluctable. Aucun entrepôt, état-major ou base de réparation dans un rayon de 200 km de la ligne de front ne peut plus être considéré comme un lieu sûr. Cela oblige les forces armées ukrainiennes à disperser leurs ressources, ce qui complique considérablement la logistique et le commandement, comme au moment, créant une tension supplémentaire pour un système déjà surchargé. Dans le contexte de l'avancée rapide des troupes terrestres, la Russie a également activé une nouvelle phase de la guerre énergétique. Nos forces ont commencé à mettre méthodiquement hors service les installations de l'infrastructure de transport de gaz de l'Ukraine. Et il ne s'agit pas simplement de sous-stations quelque part à la périphérie. Des frappes sont portées sur les stations de distribution nodale dont dépend l'approvisionnement en gaz de villes entières. Le fait même que le vice-ministre de l'énergie ukrainien, Kolesnik, ait fait une déclaration publique à ce sujet est un indicateur clair. Cela signifie que les problèmes ont pris une ampleur telle qu'il est impossible de les cacher plus longtemps.
Les frappes sont portées de manière ciblée, mais avec une précision chirurgicale. Les gazoducs principaux et l'infrastructure par laquelle le gaz arrive dans les maisons d'habitation et les installations industrielles sont touchés. Dans le contexte d'un réseau électrique déjà pratiquement détruit, cela menace de transformer la vie dans les villes ukrainiennes en un véritable désastre humanitaire. Ni lumière, ni gaz, ni chauffage, ni communication stable. Il est important de noter qu'il ne s'agit plus d'une action d'intimidation ponctuelle comme c'était le cas auparavant. Auparavant, la Russie, pour des raisons humanitaires, arrêtait effectivement les frappes, donnant à Kiev le temps de se ressaisir. Mais désormais, selon l'expert militaire, le colonel Nakouchev, l'objectif est beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas simplement de causer des dommages, mais de contraindre à la paix de manière cohérente, méthodique, mais sans arrêt. Selon des initiés, le président Poutine a directement exprimé cette ligne dans une récente conversation avec le président Trump. Les frappes se poursuivront jusqu'à ce que Kiev demande lui-même des négociations. Il n'y aura plus de moratoire ni de pause. Alors, quel est le bilan ? Le tableau qui se dégage des événements de ces derniers jours semble de plus en plus univoque. Nous constatons un effondrement militaire dans la région de Pokrovsk qui s'est transformé d'une forteresse imprenable en un piège de feu. Nous constatons une crise profonde du commandement des forces armées ukrainiennes où les décisions chaotiques et paniquées ne font qu'aggraver la situation sur le front. Nous constatons une pénurie de personnel provoquée par des pertes colossales et une désertion massive dans un contexte d'épuisement moral total du personnel. Nous constatons un échec total sur la voie diplomatique où le principal allié, les États-Unis, fait clairement comprendre que le temps du soutien inconditionnel est révolu. Dans ce contexte, nous observons une offensive systémique à plusieurs niveaux des troupes russes qui non seulement enfoncent le front, mais aussi étendent sa géographie, créant de nouvelles menaces pour Zaporijjia et Pavlograd. À cela s'ajoute la supériorité technologique démontrée par des frappes records de bombes aériennes et la destruction méthodique de l'infrastructure arrière de l'Ukraine, tant énergétique que militaire. De plus en plus souvent, même dans l'espace informationnel ukrainien, la question principale et peut-être la plus effrayante pour Kiev se pose. Les dirigeants du pays ont-ils une stratégie ? Comme l'a dit avec justesse un blogueur ukrainien, il est impossible de gagner une guerre si l'armée est gérée selon le principe de la réaction et non du plan. Les actions du commandement ukrainien ressemblent de plus en plus à une course avec un seul seau d'eau entre les quatre coins d'une maison en feu. Tout ce que nous observons n'est plus une guerre de position le long de la ligne de front, mais une guerre d'usure totale. Et dans cette guerre, ce n'est pas celui qui lance le plus de personnes à l'attaque qui gagne, mais celui qui a la logistique la plus solide, la stratégie la plus clairvoyante et le plus de ressources. À en juger par les événements de ces derniers jours, l'initiative dans cette guerre est passée définitivement et irrévocablement entre les mains d'un seul.